Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes le premier lundi après le carnaval assez sanglant si on en croit ce que dit la presse quotidienne ce matin, puisque vous êtes au courant de ce qui s'est passé pendant ces jours gras. Mais enfin, globalement, le carnaval s'est bien déroulé puisque les organisateurs sont satisfaits de cette cuvée de 2018. Sinon, bien, on reprend le cours normal de nos émissions et aujourd'hui, nous allons avoir des invités intéressants. On va commencer par Michel Falémé, qui est un chercheur qui va tenir une conférence sur le renouveau du panafricanisme. On va en parler tout à l'heure avec lui. Un peu plus tard, nous allons recevoir Christian Céleste, qui est membre du Parti communiste guadeloupéen, mais qui est aussi là parce que ce week-end, le Parti communiste va célébrer un anniversaire d'une personnalité déjà centenaire, mais qui a disparu, sa vie de Rosan Girard, l'un des fondateurs du Parti communiste guadeloupéen. Et puis, nous allons recevoir, toujours dans le cadre du mois de l'Afrique, un peu comme Michel Falémé, mais cette fois-ci, Raymond Pater-Torin. Elle est chorégraphe, elle a mis en scène une pièce musicale qui s'appelle Dumba. Elle viendra tout à l'heure nous expliquer, et puis on fera un petit tour avec Mélina Galas, qui est guide animatrice au MAC. Il s'agit d'un stage pour le goûter Nani Nana. Vous allez savoir tout à l'heure ce que c'est. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités du jour. On va tout de suite revenir à l'actualité avec Keïssa. Bonjour. Bonjour Danick, malheureusement aujourd'hui nous n'aurons pas de titre, nous avons un journal qui est assez court, mais en tout cas on commence toujours l'actualité. Et 5 mois après le passage du cyclone Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a fait le point sur les indemnisations des sinistres. En ce sens, mardi à Paris, elle a donc reçu le président de la Fédération française de l'assurance FFA, M. Bernard Spitz, afin d'évoquer des questions d'indemnisation des sinistrés à la suite du passage du cyclone Irma, qui, nous le rappelons, a durement frappé les Antilles françaises le 6 septembre dernier. Au total, près de 25 000 déclarations de sinistres à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour un coût total estimé à plus de 1,80 milliard d'euros. Irma est l'une des catastrophes climatiques les plus coûteuses, décidément, de l'histoire de France. Pour rappel, 95% des bâtiments des deux îles ont été dégradés, dont un quart totalement détruit, et plus de 10 000 véhicules assurés ont été endommagés ou déclarés. En ce sens, Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance épave, avec Maurice Cessé. Bien sûr, problème complexe, donc on a pris beaucoup de temps avec Madame la Ministre pour examiner tous les aspects de la situation. Donc déjà une accélération significative des indemnisations, avec aujourd'hui plus de 500 millions qui ont déjà été versés dans les sinistres. Donc c'est une somme considérable, 500 millions, mais bien sûr ça n'est qu'une partie de l'effort, puisque vous savez qu'au total on estime à 1,8 milliard. C'est l'une des plus grandes catastrophes, c'est la deuxième plus grande catastrophe nationale depuis plusieurs décennies. Donc c'est vraiment considérable. Alors, tous les moyens sont mobilisés, les pouvoirs publics sont mobilisés, le gouvernement est mobilisé, les assureurs sont mobilisés pour arriver à affronter cette situation du mieux possible dans l'intérêt des habitants et des assurés. Les choses pourraient s'accélérer dans les mois à venir, vu la situation même des sinistrés. De toute façon, si vous voulez, on assiste à des cas très différents. D'abord, il y a l'habitation. L'habitation, c'est la chose la plus importante. Les 3/4 des habitants cyniques de Saint-Martin qui avaient été sinistrés dans leur habitation ont déjà reçu tout ou partie de l'indemnisation. Donc c'est déjà un fait significatif. Après, vous avez une grosse partie des dégâts qui sont liés à des entreprises ou à des grands hôtels. Et là, c'est plus long, forcément, puisqu'il faut reconstruire, qu'il faut faire des expertises beaucoup plus complexes. Donc vous voyez bien qu'on a des choses de nature très différentes. Mais l'idée, c'est de se mobiliser pour faire au plus vite pour tout le monde. Certains pensent que les choses ne vont pas si vite. C'est lié certainement à l'ampleur de la catastrophe. Oui, bien sûr, les choses ne vont, je dirais, jamais assez vite. Et c'est vrai qu'il faut toujours se mobiliser pour essayer de faire du mieux possible. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc je comprends le souci et parfois l'angoisse de ceux qui ont le sentiment que ça ne va pas assez vite. Je dirais que nous sommes confrontés localement à des situations plus difficiles, plus délicates, parce que les dégâts sont complexes, l'accès a été difficile, il y avait des populations qui n'étaient pas assurées ou mal assurées, vous avez des
copropriété où nous avons du mal à joindre tous les copropriétaires. Théoriquement, on a besoin d'avoir accès à tous ces copropriétaires pour accélérer le remboursement. Donc, ça n'est la faute de personne, mais c'est une situation complexe que tout le monde essaye d'affronter du mieux possible. Parce que l'objectif des assureurs, croyez-le bien, c'est de faire ces indemnisations le plus rapidement possible. Et c'est leur souhait, et c'est leur métier, et ils font tout ce qu'ils peuvent à cette fin. Voilà. De retour en direct sur le plateau du ZCL et de C10FM et de Radio Haute Tension. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michel Falemi. C'est tout de suite l'interview avec Danick Zandronis. Merci Keïssa. Effectivement, on va parler de panafricanisme dans le cadre du mois de l'Afrique, puisque je vous l'ai dit, depuis le 2 février jusqu'au 3 mars, plusieurs manifestations et de rendez-vous ont lieu dans ce cadre particulier de ce mois de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous recevons deux personnalités. D'abord, M. Michel Falemi, qui est conférencier, chercheur, et avec lui, on va parler un peu du panafricanisme. Alors, Michel Falemi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai comme le sentiment, en regardant un petit peu l'histoire du panafricanisme, que les Antillais, les Caribéens ont joué un rôle assez important dans cette histoire. Absolument. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Les Antillais, en particulier avec la figure de proue qu'a été Marcus Garvey, oui, ont été les initiateurs du panafricanisme. L'idée même du panafricanisme est issue des îles de la Caraïbe, plus précisément de la Jamaïque, avec Marcus Garvey. Et comme tout le monde connaît à peu près son parcours, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais oui, les Antilles sont des figures de proue, de la lutte aussi de l'émancipation, de la liberté et de l'indépendance à travers l'histoire de la Guadeloupe, comme à travers celle d'Haïti. D'Haïti, puisqu'il y a eu Firmin aussi qui a joué un rôle assez important, un haïtien. Alors, aujourd'hui, le panafricanisme a été repris après, bien évidemment, par les Africains, notamment. Absolument. La figure de proue a été dans la fin des années 60, au début des années 70, jusqu'aux années 70, Nkrumah. Voilà, à travers Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, qui a joué un rôle important. Et on a le sentiment aujourd'hui qu'il... Il n'est pas le seul. Hein. Il n'est pas le seul. On peut citer aussi Sékou Touré, à sa manière. Aussi, oui. De la Guinée, on peut citer Modibo Keïta. Oui. Et on peut même citer celui qui a pratiquement essayé d'initier l'indépendance vis-à-vis de la puissance colonisatrice de l'époque, et en particulier l'Afrique, même l'Angleterre aussi. Ça a été Sylvanus Olympio, qui l'a payé de sa vie d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, parce que tous ces dirigeants l'ont payé de sa vie ou ont été à un certain moment isolés mondialement, oui, en tout cas par des actions parce qu'en fait, le Lumumba aussi, on peut le citer. Oui, le panafricanisme, c'est une volonté des peuples africains de pouvoir se retrouver ensemble, et ça dérange les Occidentaux, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire, l'idée est là, c'est comme vous dites, de se retrouver ensemble, de repenser l'Afrique, oui, de manière tout à fait indépendante, avec une rupture, puisque vous savez, 400 ans de ponction, excusez-moi, 400 ans de ponction de l'Afrique, de la jeunesse africaine, a mis ce continent au sol, par terre, alors que si on revient dans l'histoire de l'Afrique, et si on revient surtout à l'époque des grands empires et du Moyen-Âge, l'Afrique était nettement plus avancée que l'Europe. Bien sûr. Hein, et, on ne le dit pas assez d'ailleurs. Hein. On ne le dit pas assez. Oui. Et à partir de 1591, une date qui a l'air quelconque, c'est la bataille de Tondibi de l'Empire Songhai, oui, où les Askia de l'Empire Songhai sont défaits par les Marocains. On peut dater l'Afrique le déclin de l'Afrique, oui, d'une certaine manière à partir de cette date-là. Or, si on remonte en arrière, on a pratiquement 10, 15 000 ans, voire 20 000 ans de civilisation et de haute civilisation. Oui. Donc, comme toute civilisation, il y a une montée, il y a un apogée, et puis il y a une descente. Je disais récemment, je vous disais que c'est la naïveté des chefs africains de l'époque qui a conduit un petit peu j'ai envie de dire cette descente aux enfers. Le mot naïveté, je ne pense pas que ça soit la naïveté. Je pense que... Vis-à-vis des Occidentaux, je parle. Hein. Oui. Je pense qu'il y a eu la cupidité des petits potentats, des petits royaumes des côtes, oui, qui se sont trouvés face à des Européens, à partir des Portugais en particulier, oui, dès les années 1400. Hein. Oui. Puis les Anglais, les Danois, les Français, etc. Et
qui ont initié des formes de corruption, au point que, oui, ce qui animait l'Europe à l'époque, c'était de chercher du bois d'ébène en Afrique pour les transporter dans les colonies du Nouveau Monde et appliquer le capitalisme absolu. Donc, absolu, c'est-à-dire le travail non rémunéré de personnes, et en faisant une ponction à l'Afrique. Donc on a ponctionné l'Afrique de toute sa jeunesse à l'époque, on n'a laissé que les vieilles personnes, et l'Afrique a pratiquement périclité. Vous ajoutez après tout cela 200 ans ou 150 ans de conquête coloniale, de découverte des véritables ressources premières que l'Europe n'avait pas. Eh ben, vous avez tous les éléments d'un drame, les ingrédients d'un drame qui étaient réunis pour faire un bond en arrière. Oui, affaiblir l'Afrique. Mais alors, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais particulièrement, on en parlait tout à l'heure, je veux parler du rôle de l'Afrique du Sud, mais pourtant il y a de la résistance avec les Zoulous quand même. Absolument. Tchaka a été confronté aux Boers et aux Anglais, mais celui vraiment qui incarne cette résistance zoulou contre les Anglais et contre les Boers, ça a été le roi Cetewayo. Oui. Hein, Cetewayo, on peut parler de toutes les grandes batailles qui ont jalonné cette conquête anglaise, d'abord Boer et puis ensuite anglaise, quand les Boers perdent leur indépendance, font le grand trek dans l'arrière-pays et arrivent dans la province du Natal, de l'Orange, et qu'ils découvrent du diamant. Et là, les Anglais de la reine Victoria, puisqu'on est à l'époque de la reine Victoria, ne peuvent pas entendre qu'une masse de Boers, de paysans présents en Afrique depuis 1652 et qui s'accaparent d'un pays au nom de Dieu, au nom de la Bible, de la religion, puissent vraiment avoir tout ça de matière première. Donc, ils vont se retrouver confrontés directement à l'Empire Zoulou, qui était à son apogée, et ces confrontations successives entre Zoulous et troupes anglaises, qui sont jalonnées de batailles comme celle de Rock Drift, du Drakensberg, de la Blood River, et surtout de Isandlwana. Blood River, c'est particulier parce que le nom déjà indique le caractère, il faut le dire, très sanglant de cette époque. Ça a marqué les Africains du Sud d'ailleurs. Hein, bien sûr, tout à fait. Et contrairement à ce qu'on croit et ce que disent les Anglais, la Blood River n'est pas une défaite zoulou. Oui. Bien au contraire, le sang a beaucoup coulé, c'est vrai. Comme la bataille d'Isandlwana et le Drakensberg ont été de grosses défaites que les Zoulous, que les Anglais ont subi de la part des Zoulous. Les Zoulous déjà est un peuple guerrier, de mentalité guerrière, élevé depuis l'enfance à la guerre, hein, à travers les impis, c'est-à-dire ces petits jeunes qui suivent les grands guerriers, et ensuite tous ces bataillons que Tchaka avait déjà organisés, etc. Et que Cetewayo, un de ses descendants, a continué. Et puis jusqu'en 1879. Et à la fin, les Anglais sont obligés de mettre toute leur puissance militaire, des troupes venues des Indes, de partout, d'Angleterre, pour pouvoir réussir à vaincre Cetewayo. Donc, alors, revenons vers la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire du côté de ce qu'on peut appeler l'Afrique francophone, entre guillemets, je mets des guillemets. Là, on ne sent pas, on n'a pas senti en tout cas au siècle dernier une montée en puissance du panafricanisme. Pourquoi ? Alors, il faut regarder l'Afrique francophone avec un œil particulier. De la même manière qu'on peut regarder les colonies françaises d'Afrique, d'Amérique, que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, ou qui se sont trouvés prisonniers d'un système qui les empêche d'avoir accès à leur indépendance, de jouir pleinement de des formes d'autonomie, de gestion de leur propre pays, etc. Et effectivement, en France, on se retrouve en 1945, lorsque le général de Gaulle, pour faire vite, pour schématiser, recouvre la souveraineté française. Il rétablit du même coup la colonisation, d'abord en Indochine, et puis en Afrique. Et vous avez le fait que jusque dans les années 60, après la conférence de Brazzaville en 1944, il fait une promesse, une soi-disant promesse d'accès de l'indépendance à l'indépendance aux pays africains,
qu'il leur octroie en 1960, mais qu'il va noyauter à travers un système dit de communauté française, où la France va avoir la prééminence absolue sur ces États. C'est-à-dire, c'est comme si on créait des États fantoches dont la France a besoin pour pouvoir exploiter toutes les matières premières. Oui, c'est l'arrière-cours de la France de l'époque. Voilà, et qu'on définit par la France-Afrique. La France-Afrique, ce qu'on appelle qui perdure d'ailleurs. Absolument. Oui. Et il y aura tout derrière, avec son éminence grise Jacques Foccart, tout un système politique qui sera fait de déstabilisation ou d'assassinat à partir du moment où l'on déplaît à la France. J'ai lu récemment que le nombre de chefs d'État africains morts brutalement assassinés, c'est incroyable ça. 22 ou 23. 22 ou 23, voilà. C'est ça. Et si on commence, le premier qui a été assassiné comme ça a été Sylvanus Olympio en 1963. Oui, et puis après, il y a eu Sékou Touré qui a eu 32 tentatives de coup d'État. Tout à fait. Parce qu'en 1958, lorsqu'il dit non à la communauté française et qu'il réclame l'indépendance immédiate, et ce, devant De Gaulle, celui-ci ne le prend pas comme ça, donc il va déstabiliser complètement le pays. Ils vont détruire vider le pays, vider les archives. La Guinée à l'époque. Absolument. Les archives, le matériel, tout. C'est-à-dire que la Guinée se retrouve à l'état année zéro. L'état nature, Voilà. Et en plus de ça, on va organiser une série de coups d'État qui vont tous échouer. On va désorganiser l'économie guinéenne en injectant de la fausse monnaie, etc., etc., etc. Et puis on se retrouve devant un pays, la Guinée, complètement exsangue et devant qui ne s'est pas encore remis. Absolument, jusqu'à aujourd'hui. Je dis ça parce que j'y étais avec des amis journalistes récemment en Guinée. Le pays est complètement dévasté encore. Le pays est encore dévasté, subi. Et puis bon, même si Sékou Touré s'est tourné vers l'Union soviétique, ça n'a pas marché non plus. Ça n'a pas fonctionné. L'Union soviétique, c'est exporter l'international Kalachnikov, mais lui-même aussi a exploité en particulier la bauxite, qui est la matière et donc première. Tout cela peut expliquer que le panafricanisme n'ait pas eu dans la partie francophone entre guillemets de l'Afrique cette force, cette vitalité qu'on connaît à Accra. À Accra et qu'on voit encore aujourd'hui face au président Macron, des réponses que le président Afua Akufo apporte à Macron. L'idée est là. Et cette idée n'a pas pu faire son chemin parce qu'on a noyauté complètement les gouvernements. On les a noyautés, on a mis des coopérations militaires, on a injecté des bases militaires sur le territoire. Et puis il y a la monnaie aussi, la question financière, ça, qui est incontournable. C'est incontournable. Le gros poids aujourd'hui en Afrique. Voilà. Et c'est à partir de là que le renouveau du panafricanisme commence à naître. On a une génération qui a tout perdu, finalement. Une génération d'intellectuels et de dirigeants politiques africains qui se sont accaparés de tout. Des richesses, de la monnaie, bien sûr, de tout ce que l'on veut, qui ont confondu souvent budget de l'État et budget portefeuille personnel. Et donc, on se retrouve face à une génération qui n'a rien eu, des aînés qui n'ont rien fait, qui n'ont rien dit pendant au moins 40 ans, et surtout après la dévaluation du franc CFA en 1994 suite à la conférence de la Baule, et ça c'est l'époque de Mitterrand. Tout à fait. La France, à vrai dire, n'avait pas les conditions financières nécessaires pour intégrer l'Europe à ce moment-là. Et ce n'est qu'en dévaluant le franc CFA qu'elle pouvait avoir ces conditions. Donc augmenter d'un côté ses taux d'intérêt, etc. Et présenter les conditions pour intégrer l'euro et l'Europe. Et ce qui fait aussi que ces pays se précipitent dans une misère à partir de 1994. Et aujourd'hui, ça atteint un degré inimaginable et un degré que l'on voit de manière concrète à travers les drames de l'immigration, des morts en Méditerranée, principalement soit à travers le Maroc, soit à travers la Libye. Et tout son contexte. Je fais référence à un titre que vous avez dû connaître dans vos recherches. Il y a peut-être une quarantaine d'années, je crois, il y a un bouquin qui était sorti de René Dumont, L'Afrique est mal partie.
est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que l'Afrique soit mal partie, au moment où quand même on voit dans ces pays, quand même le PIB est en train d'augmenter dans certains pays, la recherche aussi dans le numérique et dans d'autres domaines commence à faire florès. Est-ce que l'Afrique est toujours aussi mal partie, comme on le disait? Alors, l'Afrique était mal partie. Et ça, c'est sûr. Oui. Elle était très mal partie. Aujourd'hui, panafricanisme oblige, on a une prise de conscience de toute une génération. Oui. Cette prise de conscience, alors je vais la résumer sur deux côtés. Un côté intellectuel où on a beaucoup d'Africains qui ont été formés, qui sont ingénieurs, qui sont professeurs, qui sont médecins, etc. Beaucoup parmi eux sont restés en Europe ou ont émigré aux États-Unis pour des raisons économiques, mais beaucoup aussi reviennent et développent des affaires. Il faut aujourd'hui regarder l'Afrique comme un continent aujourd'hui qui a l'un des taux de croissance les plus fortes à l'heure actuelle, avec une démographie qui explose. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les Européens se sentent un petit peu menacés par cette démographie, d'ailleurs. Hein, voilà. Hein, et vous avez des pays de proue, on peut parler du Nigeria, tout à fait. On peut parler du Ghana, aussi. On peut parler de l'Éthiopie aussi, on peut parler de l'Angola. Hein, d'ailleurs, l'Angola, c'est extraordinaire, ce revirement, un État colonie portugaise, avec plus de 30 ans de guerre civile, qui sombre et qui arrache malgré tout son indépendance. Et aujourd'hui, on voit des Portugais sortir de leur pays, émigrer en Angola, et occuper tous les postes subalternes dès qu'il peut, etc. Et l'immigration portugaise en Angola et au Mozambique est de près de 100 000 personnes par an. Donc, il y a des pays émergents et on a cette démographie qui est la force de l'Afrique de demain, que l'on ne pourra pas arrêter, d'une ressource humaine. 2 millions à peu près, d'ici 2050 à peu près. 2030 même. 2030, pardon. Oui, de 2030. Hein. Et c'est 2030, c'est demain. Hein. Oui. C'est demain. Et c'est pourquoi on a des politiques en Europe qui tendent à vouloir limiter cette démographie, contenir aussi au maximum l'immigration, mais comme je dis, cette immigration due à la pauvreté dans les pays africains qui ont été engendrés par l'Europe va cesser. Ces sources vont se tarir bientôt. Et on risque de voir plutôt le contraire. Se faire d'ici des années 2030. Parce que, comme je vous dis, il y a un taux de croissance qui est exponentiel, qui va continuer à grandir. L'Afrique a les matières premières. Bien sûr que, si on prend le Congo-Kinshasa aujourd'hui, qui est un pays en pleine décrépitude et en pleine déroute, en plein désarroi, avec un gros génocide dont on ne parle même pas, hein, c'est 12 millions de morts à ce jour. C'est des pays qui demain vont émerger d'une certaine manière. L'Afrique a les ressources premières. Et puis il y a la jeunesse, et puis c'est un pays très jeune jeune aussi. Absolument. Plus de 40% de la population à moins de 25 ans. À moins de 25 ans. Et ça va continuer comme ça pendant longtemps. À terme, d'ici 50 ans, l'Afrique sera même l'un des pays les plus peuplés du monde. Lorsque vous prenez le Nigeria, par exemple, qui a pratiquement 120 millions d'habitants, qui ont des ressources extraordinaires, même s'il y a la guerre à travers Boko Haram. Pour l'instant, il y a eu le Biafra dans les années 68-70, dans laquelle la France s'est trouvée impliquée. Alors, est-ce que, M. Fadimé, vous pensez que dans les années qui viennent, l'influence française risque de diminuer, parce qu'on voit un petit peu la pénétration des Chinois aujourd'hui, un peu moins des Indiens, mais aussi de l'Inde en Afrique. La France-Afrique est en difficulté? Absolument. La France-Afrique est en difficulté. La génération mise depuis les années 60 en place par la France est en train de disparaître. Le président Biya a 85 ans. Il ne faut pas donner longtemps encore, il finira par partir. Au Sénégal, même si le président Macky Sall est un jeune, ou au Togo, le président Faure Eyadema est un jeune, mais ils ont une forme d'illégitimité d'un pouvoir hérité de leur père. Macky Sall, c'est autre chose. Et en fait, ce qui se passe, la France est... disons que le milieu africain n'a même plus confiance dans le milieu d'affaires français. Et effectivement, les Chinois tapent à la porte et ils frappent fort et s'accaparent de beaucoup de marchés. Ils s'installent. Ils sont déjà installés. Ils sont installés au Cameroun, ils sont installés au Congo, bien sûr, dans les deux Congos, pratiquement dans tous les pays. Et surtout, eux, ils font des prêts sans
parfois sans intérêt. Sans intérêt, construire des hôpitaux, des routes, des stades. C'est jamais sans intérêt. C'est jamais sans intérêt. C'est jamais sans intérêt, mais il est clair que la France-Afrique vit ces derniers moments et les échanges avec la France vivront. Ça ne sera pas le panafricanisme politique explosif de guerre de libération comme pourrait l'avoir pensé Che Guevara, qui a été impliqué aussi là-dedans, à travers la révolution armée, ou même Kwame Nkrumah. Oui. Mais c'est une révolution économique. Le panafricanisme est économique aujourd'hui, et la France est en train de perdre. Alors, j'ai envie quand même de vous poser la question, puisque vous êtes guadeloupéen, vous êtes chercheur sur le panafricanisme, vous faites une conférence, c'est jeudi lundi à Morne-à-l'Eau. Une conférence à Morne-à-l'eau sur le renouveau du panafricanisme. Voilà. Quelles leçons, en tant qu'Antillais, Caribéens, Guadeloupéens, on peut tirer de l'expérience panafricaniste aujourd'hui? Je sais qu'il n'y a pas un lien direct, mais enfin, si. Le chercheur peut toujours trouver des passerelles. Je dirais le premier lien, c'est l'appartenance incontestable au continent, à l'Afrique. Oui. Notre visibilité épidémique nous désigne déjà comme étant africains et nous appartenons vraiment à la diaspora africaine. Oui. Sinon, si ce n'était pas cela, il n'y aurait pas l'idée d'un panafricanisme. D'autant plus que le panafricanisme est né aux Antilles. Dans la Caraïbe, oui. Dans la Caraïbe. Oui. Donc, le lien est là. Ensuite, nous avons tous les liens économiques qui se passe, le parallèle entre la lutte aujourd'hui contre francs CFA et la vie chère aux Antilles. L'organisation économique qui a été mise en place par la France ici est celle qui a été mise, qui a fait ses preuves en Afrique. Le néocolonialisme français. Absolument. Oui. Et donc nous voyons vraiment très bien que nous sommes concernés, qu'on le veuille ou pas. Oui. Alors ça peut être par aliénation, on ne se sent pas concerné, on peut marquer les distances avec l'Afrique. À ce moment-là, ça sera un combat perdu de la France. Il faut en tirer des leçons. Oui. Il faut en tirer des leçons, et inéluctablement. Et puis vous savez, je dis souvent, on n'est pas à l'abri d'un lâchage de la République un jour. Oui. Hein, c'est ce que l'Espagne a fait un jour à Saint-Domingue et à Porto Rico, dans les années 58. Oui. Donc on n'est pas à l'abri, même si on a beau dire que non, jamais ça ne se fera, on n'est pas à l'abri. À ce moment-là, il vaut mieux être préparé, ressouder les liens avec l'Afrique, parce que la vision qu'il faut avoir de tout ça, c'est que les matières premières sont en Afrique. Nous sommes des Africains d'une diaspora, des Africains des îles d'Amérique et d'Amérique. Oui. Au cas où il y aurait une évolution politique à une autonomie, à une indépendance, n'importe quoi, on aura intérêt, je trouve, à resserrer les liens avec l'Afrique, de manière à avoir accès aux matières premières, avoir une vision, d'adhérer même, je dirais, même à l'Union africaine. Oui, alors qu'on voit que pour aller en Afrique, alors que nous sommes en face du continent, il faut passer par Paris pour aller en Afrique, alors qu'à l'époque des négriers, la route était autre part. Alors, ce que vous dites est important pour les Guadeloupéens, et je renvoie donc à cette conférence. Quelle va être l'actualité de vos recherches, puisque vous êtes chercheur, en dehors de cette conférence? Je suis chercheur, je suis éditeur aussi. Oui. Ma ligne éditoriale, comme je dis, est l'histoire, l'identité, la mémoire et le lien à l'Afrique. Oui. En tant que chercheur, moi, je dirige mes études tout azimut, si je voulais. Oui. Surtout sur l'histoire. Je suis spécialisé dans l'Afrique, en particulier l'Afrique des grands empires, des colonies, de l'esclavage. Oui. Et mes grandes lignes actuellement, vraiment, c'est toute cette recherche de manière à ce que les Guadeloupéens, les Caribéens, ce que j'appelle les Afro-Caribéens, pas Afro-Caribéens, mais Afro-Caribéens, puissent se réapproprier de leur histoire. Cette histoire ne commence pas avec l'esclavage. L'esclavage a interrompu notre histoire. Et dans la continuation moderne, le panafricanisme fait partie de toutes ces recherches, depuis Marcus Garvey et tous les héros qui ont jalonné, qui ont façonné cette histoire et qui vont continuer à le façonner. Le fait de suivre, par exemple, Kémy Séba est très très important, parce qu'il initie une action aujourd'hui, un mouvement qui concerne beaucoup les jeunes, et ces jeunes d'aujourd'hui qui se révoltent contre la France seront les dirigeants de demain. Et ces dirigeants de demain auront une toute autre approche vis-à-vis de la France, qui marquera justement cette fin de la France-Afrique. Ça ne sera plus l'Afrique de papa, comme on disait à l'époque, ça sera une Afrique
forte, consciente de ses possibilités, de ses potentiels, et capable de pouvoir discuter d'égal à égal avec n'importe quel dirigeant, avec n'importe quel coopérant, etc. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui parce que les dirigeants africains sont entièrement muselés. Tout à fait. Juste un dernier mot très rapidement, il est 13h02. L'OUA, ça avance aujourd'hui? Alors, l'Union africaine, oui. Est-ce qu'elle avance? Elle a stagné. Pour moi, à mon avis, elle a stagné. L'assassinat de Kadhafi, le démembrement, je dirais, de la Libye, oui, de Kadhafi par la France et l'Angleterre, et dans une bonne mesure les États-Unis, a initié tout un processus de dispersion de groupes terroristes. Oui. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce qui se passe dans le Sahel n'est pas la faute de l'Europe. C'est la faute de l'Europe. Ce qui se passe, les drames d'immigration qui se passent, dans les morts qu'il y a dans la Méditerranée et ailleurs, c'est la faute de l'Europe. Donc l'Union africaine a été assez absente de tous ces combats et depuis très longtemps. Je pense que l'Union africaine, à l'époque l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine au départ, a été atteinte de cécité, mais c'est normal. Cette cécité était due au muselage des gouvernements que la France avait fait à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a quand même un petit tournant. Celui qui vient d'accéder à l'Union africaine, en l'occurrence le président Kagame, Paul Kagame, oui, entend donner une autre pulsion et a déjà commencé son travail sur une autre pulsion. Et comme vous savez, l'amour n'est pas au beau fixe entre la France et le Rwanda. Non, la France s'est trouvée impliquée d'une manière ou d'une autre dans le génocide des Tutsis. Oui, et il y a une rancœur tenace de l'Afrique des Grands Lacs, en particulier du Rwanda, oui, envers la France. Et donc je pense que l'accession, j'ose espérer quelque part que l'accession de Paul Kagame à la tête de l'Union africaine sera un tournant. Un tournant où on prendra conscience des enjeux qui se jouent, de la guerre qui se joue, et donc de l'indépendance de demain, réellement. D'accord. Eh bien, écoutez, je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs de radio et de la télévision que M. Michel Falémé, que nous venons de recevoir ici en direct, est historien, chercheur, et qui tient donc la semaine prochaine une conférence à Morne-à-l'Eau sur le renouveau du panafricanisme. Voilà. Je rappelle que Michel Falémé est aussi guadeloupéen. Merci d'être venu chez nous. Merci beaucoup. 13h04, on prend une pause de publicité. Si je peux dire, oui, sur le panafricanisme, je redonne le 27 oui, à Pointe-à-Pitre, oui, à rue Louis Arago, aux locaux de Racine. Oui. Pareil aussi, une conférence sur le panafricanisme, sur le thème panafricanisme d'aujourd'hui, oui, ici, ailleurs et en Afrique. D'accord. Voilà. Ça sera le 27 à 19h. 27-19h, on l'a noté. Je vous remercie d'être venu. C'est 13h05. On prend la pause de publicité, puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Et notre prochain invité, c'est Christian Céleste, qui est directeur du journal Nouvelle Étincelle. Il sera avec nous pour parler justement de ce grand homme qui a été aux Anges Girardot, dont on fera ce week-end prochain une commémoration. Voilà, 13h05. Voilà, il est 13h11 dans le ZCL en direct de RHT, Radio Haute Tension, mais aussi de C10FM. Et nous continuons donc le ZCL avec d'abord le journal, et c'est Keïssa avant de recevoir Christian Céleste qui du Parti communiste guadeloupéen qui est déjà là. Oui, Danick, on va parler du carême. Le carême, qui est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques, événement central du christianisme. Il rappelle les 40 jours que Jésus a passés au désert. Il commence donc le mercredi décembre et s'achève le jour de Pâques. C'est un temps de jeûne, de conversion, mais aussi d'abstinence pour cette année. Il a commencé hier. Alors, connaissez-vous le carême? Pratiquez-vous cette tradition? Y croyez-vous? Qu'en pensez-vous? Eh bien, sachez que votre avis nous intéresse à ce sujet. C'est donc pourquoi nous sommes partis ce matin dans les rues de Pointe-à-Pitre afin de connaître votre avis sur le sujet. Le reportage avec Chris et Stanley. Est-ce que vous jeûnez pendant le carême? Oui. Je mange tout ce qui meurt avant moi. Jeûner, c'est beaucoup dire. Hein. Jeûner, oui, je pourrais jeûner, mais pas pendant tout le carême. Hein. Oui.
De quelle façon? Alors je n'enlève pas la viande parce qu'à la base je mange pas beaucoup de viande. Donc j'enlève ce qui me coûte. En jeûne, c'est pour prier. Par exemple, on veut quelque chose pour réussir dans la vie. Il faut prier, il faut jeûner aussi pour que tout ce que tu demandes, ça aboutit. Je ne fais rien. Aime ton prochain comme toi-même. Suis le Notre Père et c'est tout. C'est pas celui qui jeûne qui est meilleur. En fait, je pourrais faire abstraction de quelque chose que j'aime beaucoup, sans pour cela me restreindre au niveau alimentaire. C'est vrai que je ne mange pas de viande. Je le fais, je fais l'effort déjà, même en dehors du carême. On ne mange pas de la viande. Jeûner, c'est pas ne pas dire ne pas manger de la viande, hein. Mais il y a des jours spéciaux qu'on mange le poisson et il y a des jours qu'on mange la viande. Par exemple, j'ai vu d'aller sur Facebook, tiens. Voilà. On prie, on demande, on fait des souhaits, on demande tout ce qu'on veut et puis ça aboutit. Et puis de portable, mais pas tous les jours, mais je pourrais le faire, c'est possible. Hein. Est-ce que vous savez justement pourquoi c'est 40 jours de carême? Je l'ai su il y a un moment, mais je ne me rappelle plus. Alors là, je ne peux pas vous dire. Vous savez pas non, du tout? Puisque c'est des trucs anciens, les gens faisaient, mais carême, c'est la prière. Ah le piège, question piège. Là, ils font ça pour, comme on se rappelle de la vie de Jésus, ce que Jésus a supporté. Ce que j'aime pour marquer le jeûne. Ah non, c'est pas suivi du tout parce qu'il y a trop de religions, différentes religions. Il est 13h14, on continue l'édition d'aujourd'hui avec l'interview et c'est tout de suite avec Sandronis. On va recevoir donc Christian Céleste, membre du Parti communiste guadeloupéen, mais aussi directeur du journal Nouvelles Étincelles. Et pourquoi? Parce que c'est le 60e anniversaire du Parti communiste guadeloupéen, l'occasion pour ce parti de célébrer, de rendre hommage à l'un de ses cofondateurs, Ozan Girard. Bonjour Christian Céleste. Oui, bonjour. Quelle est l'importance d'un homme comme Ozan Girard dans l'histoire de votre parti et de la Guadeloupe? Ozan Girard occupe une place centrale. Du point de vue de sa personnalité, de ce qu'il était, il a marqué la vie du pays. D'abord, tout le monde reconnaît que c'était un grand médecin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment avait l'amour des gens, qui s'occupait d'une manière très désintéressée des Guadeloupéens malades, de ses patients. Et il a été l'un des premiers médecins d'ailleurs à proposer un programme de santé publique pour la Guadeloupe et qui a aussi organisé le syndicat des médecins guadeloupéens. Et par-delà, cette personnalité sur le plan professionnel, Ozan Girard est connu d'abord comme un grand leader politique. Si je dis ici l'un des plus grands leaders politiques de la Guadeloupe, on va me taxer de chauvinisme. Mais Ozan Girard, c'est quelqu'un qui a pensé le pays, dans son devenir, dans son développement, dans son organisation. Et surtout, il a pensé à partir d'une analyse très pointue des réalités concrètes de la Guadeloupe, parce que très tôt, il s'est initié à ce qu'on peut appeler à la science marxiste. Il était marxiste, communiste. Et c'est cette démarche-là, sa rencontre avec les Guadeloupéens, dans sa profession, dans le pays, son refus des injustices. C'était quelqu'un qui ne supportait pas, n'acceptait pas les injustices, les discriminations. Et tout ça l'a conduit très tôt à s'intéresser à l'histoire de la Guadeloupe, à l'organisation sociale de la Guadeloupe, et aussi aux moyens de changer, de transformer cette société. Et il est devenu communiste. Non seulement il est devenu, mais il a été avec un groupe de Guadeloupéens de l'époque qui venaient du syndicalisme, qui venaient de la résistance à Vichy. Ils étaient un petit groupe quand même assez compact. Et ils ont créé en 1944 la première organisation communiste en Guadeloupe, en publiant un document historique qu'on appelle l'appel au peuple le 30 avril. Et donc, c'est cette personnalité qui a amené aussi les communistes, un peu plus tard, 14 ans après avoir lancé cet appel au peuple, à créer en Guadeloupe un parti communiste indépendant,
un parti communiste. C'était en 58, ça. En 58, 14 ans après 1944, en 1958, le 30 mars précisément à Cabesterbello, ils ont créé cette organisation, cet outil que nous avons aujourd'hui pour organiser la lutte du peuple guadeloupéen. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui occupe une place importante et qui a aussi fait preuve de construction en ce qui concerne la mise en place d'une conscience guadeloupéenne, d'une pensée guadeloupéenne, à travers les livres qu'il a écrits. Il a publié plein d'ouvrages, d'ailleurs. Il a publié plein d'ouvrages, à la fois et politiques. Une grande théorie. C'était un théoricien, en fait. Son dernier livre, d'ailleurs, c'est un livre très théorique. Oui. À l'ombre des Filao, c'est une tentative, je dirais, de repenser le marxisme à notre époque. Oui. Bon, certains prétendent que c'était prétentieux de sa part. Mais n'empêche que c'est un homme qui, à la fin de sa vie, a beaucoup travaillé sur le marxisme, sur la révolution qu'il disait marxienne, sur la nouvelle société communiste, etc. Donc, alors, nous, dans le cadre de ce 60e anniversaire, il y a bien sûr Rosan Girard, fondateur, mais il y a aussi tous les autres qui étaient avec lui. Il y a Ibéné, il y a Samuel Ducados, pour les plus connus, bon, il y a Paul Lacavé, il y a tout ça. Mais nous avons voulu, dans cette première action du 60e anniversaire, organiser dans la ville du Moule un hommage aux victimes de la fusillade du 14 février 1952. Oui. Et précisément de mettre ça dans son contexte, le contexte de cette époque, de février 1952. Il était encore maire à l'époque. Il était maire, oui, précisément. C'est dans le cadre de la confrontation politique entre l'État colonial et Rosan Girard qu'est intervenu ce massacre. Il faut bien comprendre ça. Donc on associe les deux. Et le 18 février, dimanche, on organise cette manifestation à Moule, à la fois hommage aux victimes de la répression de 52 et hommage à Rosan Girard, fondateur du Parti communiste guadeloupéen. D'accord. Alors, on peut dire que le girardisme a marqué le Parti communiste ou a marqué l'époque où la Guadeloupe? C'est un débat très controversé, le girardisme. Est-ce qu'il y a eu une pensée structurée girardiste? C'est une chose qu'il faut... Je sais qu'il y a ici des intellectuels proches de Rosan Girard, et Rosan Girard lui-même aussi, à un moment donné, a parlé du girardisme lui-même. Bon. Mais ce que je sais, moi, c'est que Rosan Girard, dans le Parti communiste, jusqu'à sa mort, malgré les problèmes posés, parce que tout le monde sait, il y avait quand même quelques problèmes, quelques contentieux entre Girard et le parti qu'il avait créé, sans pour autant que Girard s'est jamais opposé au Parti communiste. Il n'a jamais été démissionnaire, non? Il n'a jamais été démissionnaire, il n'a jamais été démissionné. Démissionné. C'était une situation spéciale. Oui. Un communiste guadeloupéen non encarté dans le Parti communiste guadeloupéen. Oui. Ben, voilà. Mais ceci dit, avant sa mort, nous avons pu quand même mener un travail. Moi-même, j'ai discuté pendant 20 ans avec Rosan Girard jusqu'à sa mort sur ces questions pour le ramener dans le parti. Et je peux dire ici qu'avant sa mort, nous sommes arrivés à cette conclusion-là, que bon, les contentieux entre le parti et Rosan Girard, on pouvait les gérer, on pouvait même les dépasser. Ce que nous avons fait, nous. Et la preuve, c'est qu'il est venu au 13e congrès du Parti communiste à Morne-à-l'Eau pour dire devant tout le monde, franchement, que bon, voilà, il est ici aujourd'hui dans son parti, et qu'il passe le flambeau aujourd'hui aux jeunes communistes qui sont là pour poursuivre le travail du bon bas de combat. Donc, alors, il y a beaucoup de communistes et de Guadeloupéens qui avaient, je dirais, une attache particulière à Rosan. Oui, parce que c'était quelqu'un... Oh, il avait un charisme... Un charisme qui dépassait les rangs du parti. Voilà, j'allais vous dire. Même pendant toute la période, disons, des difficultés avec le parti, Rosan Girard a toujours eu à l'intérieur du parti, quand même, un nombre important de militants et de dirigeants qui pensaient au Girard. Alors c'est peut-être cela qu'on a un peu, disons, défini comme étant le girardisme. Comme à Capesterre, on a parlé de l'acavisme, etc. Oui. Bon,
Bon, ou à Sainte-Anne, des gens, des ibénétistes, des choses comme ça. On parlera bientôt des célestistes aussi, peut-être? Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, n'empêche qu'il y a des gens certainement qui, dans le parti ou à dehors du parti, pensons que Céleste a certainement assumé ses responsabilités de communiste. C'est tout. Mais moi, je n'attends pas, je ne cherche pas ce qu'il y ait, disons, un flambeau quelconque ou un drapeau Célestie ou Célestine ou Célestin. Non, voilà, je pense que le 60e anniversaire, pour nous, ce n'est pas une fête du parti. Oui. C'est un moment, je dirais, d'introspection. C'est-à-dire, nous voulons procéder à une analyse de ce que le parti a fait pendant ces 60 ans, le Parti communiste guadeloupéen en tant que parti indépendant, de ses relations et de ses apports à la Guadeloupe, et de ce qu'il est aujourd'hui, et de ce qu'il doit être. C'est-à-dire que nous sommes dans toujours la démarche de la construction d'un parti communiste de notre temps. C'est ainsi que nous abordons ce. Et c'est compliqué, et c'est compliqué. Très compliqué, parce que nous ne sommes pas seuls, le monde bouge, la société change. Et il faut bien comprendre ça. Et nous ne sommes pas dans une perspective n'esquive, un fleuve tranquille. Donc, il y a tous les contre-courants, il y a tous les changements aussi de mentalité, il y a toutes les mutations sociales qui interviennent. Et le parti doit pouvoir analyser vite, comprendre vite ce qui se passe pour se positionner, se mettre dans la bonne direction. Et j'avoue humblement que ce n'est pas une tâche facile. Mais nous avons la conviction que, le Parti communiste guadeloupéen est nécessaire, c'est un outil indispensable pour organiser la lutte des travailleurs, que deux, nous avons une mission qui est de libérer les Guadeloupéens de la domination et coloniale de l'exploitation capitaliste. Nous avons ces convictions chevillées au corps et nous nous donnons les moyens pour avoir l'outil nécessaire, tout en sachant que il faudrait compter avec les Guadeloupéens. Il faudrait davantage, des dizaines, des centaines, des milliers de Guadeloupéens. Alors, je vais poser une question, c'est peut-être la dernière avant qu'on rappelle un peu ce rendez-vous de dimanche prochain. Oui. Depuis quelques semaines, on entend un peu partout dans les médias que Victorien Nouvelle serait en train de créer un nouveau grand parti rassemblant toutes les tendances de ce pays. Alors, avec la disparition programmée de la Fédération du Parti Socialiste, avec la disparition peut-être moins évidente, mais enfin c'est dans l'ère du PPDG que vous connaissez bien, puisque qui a été une scission de votre parti. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Bon, moi aujourd'hui, je veux être quand même quelqu'un qui essaie de comprendre, d'être pas conciliant, ni arrogant, ni doctrinaire, bon, ni dogmatique. Mais je dois dire franchement que c'est la fin d'un cycle. Bon, parce que ce qu'il veut faire, il veut simplement terminer ou tenter de transformer un travail de balkanisation des partis politiques, commencé avec la décentralisation en 1992, qui a vu les communistes de Pointe-à-Pitre de l'époque, en 1991, et tenter de liquider le parti communiste historique en créant le PPDG. Ils ne sont pas arrivés, parce qu'on ne leur a pas laissé la place. Et donc, ils auraient dû, pour arriver à exister, détruire les fondamentaux du parti, ou alors les récupérer. Oui. On a vu également le groupe Larifla, eh bien, saborder le Parti socialiste, qui était ce qu'il était, mais qui avait commencé, grâce à notre travail permanent pour les pousser sous la gauche, à évoluer. On a vu ce que ça a donné, les alliances communes socialistes au Conseil général, au Conseil régional, dans les années 85, jusque dans les années 92. On a vu tout ce travail. Et on a vu les rapprochements commencer entre les communistes et disons, les nationalistes guadeloupéens. Après 88-89, quand je suis arrivé à la direction du parti. Donc il y avait en Guadeloupe un mouvement qui prenait forme, un mouvement qui rassemblait un peu les forces d'émancipation. Et c'est cela que le clan Bangou, le clan Larifla et le clan Chevry ont sabordé, ont cassé en 1992. Et lui, il est aujourd'hui dans l'esprit du macronisme, qui prétend qu'il n'y a plus de parti
ni gauche ni droite, hein, qu'il faut faire du neuf. Mais on voit bien que Macron fait du neuf avec du vieux, quand même, en France. Donc, le réel se lance, le grand socialiste d'hier se lance aujourd'hui dans une recomposition des débris des partis balkanisés de 92. Est-ce qu'il va réussir? Possible qu'il a des moyens. Il a des moyens aujourd'hui, il est sénateur, il a des sénateurs, il a des... Bon, ok, il va peut-être rassembler, mais c'est dommage. Le PPDG va disparaître. Ils sont arrivés à la fin de leur mouvement. Vous n'avez pas versé des larmes sur la disparition du PPDG? Non, mais c'était inscrit dans l'histoire, cette affaire. Oui. Bon, le PS, maintenant, c'est terminé. Oui. Et la droite a été liquidée, Michaud a liquidé la droite. Non, Bernier lui-même, j'ai entendu qu'il a pris la tangente, il a sauté, là. Oui. Voilà. C'est fini. Qu'est-ce qui reste? Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, embêter ou gêner. Mais moi, je dis qu'il reste le Parti communiste guadeloupéen. Oui. Fidèle, un roc, fidèle à sa stratégie, à ses principes, à son organisation, avec d'énormes difficultés, mais qui a le courage aujourd'hui d'aller au-devant des Guadeloupéens pour dire voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voulons faire avec vous. Et nous sommes prêts, nous changeons, etc. Nous ne sommes pas figés. Voilà. Aujourd'hui, l'avenir, c'est pas l'URL. C'est pas l'URL. Et c'est le PC? Je crois que l'avenir, c'est le projet communiste, porté par le Parti communiste guadeloupéen. Et ceux qui sont là et ceux qui viendront. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis convaincu qu'il y a d'autres, aujourd'hui, qui sont en position de faire plus. Mais je redis ici, et je le dis très sincèrement, il ne faut pas se laisser prendre à ces gens de cinéma politique, c'est terminé. Les Français aujourd'hui en France sont en train de se mordre les doigts parce qu'ils ont gobé pour des raisons diverses à la macaquerie de Macron et compagnie. Je dis aux Guadeloupéens, ne tombez pas dans ce piège. L'affaire de l'Ouest, c'est aussi une macaquerie. La Guadeloupe n'a pas besoin de ça. Alors, rappelons donc que c'est dimanche 18 au Moule. Alors, il y a deux temps forts. Il y a le dépôt de gerbe pour la mémoire des victimes de la fusillade du 14 février. Et puis après, à Aubert-Loison, il y aura une conférence historique qui sera présentée par Jean-Pierre Sainton. Qui a écrit un ouvrage sur Rosan Girard. Il a écrit un ouvrage sur Rosan Girard, au moins deux ouvrages, je pense, sur Rosan Girard. Et qui est un historien quand même, qui réfléchit, qui travaille sur l'histoire politique du pays, le mouvement social, et qui, je pense, va, et le 18, présenter une approche, je dirais, une approche différente de l'affaire du 14 février 52. Il ne viendra pas pour encore raconter l'histoire, ce qui s'est passé, les faits, mais je pense que sa conférence qui s'intitule 14 février 1952, le contexte sociopolitique d'une répression coloniale, le contexte sociopolitique. Voilà ce qui est important. Je pense qu'il va tenter de nous expliquer ce qui a conduit à ce massacre, dans quel cas il faut mettre ça et le pourquoi. Et certainement, on verra bien que déjà en 1952, l'État colonial utilisait, même avant, depuis toujours, mais la répression politique, la répression armée pour tenter de limiter la présence et la puissance communiste. Ça, on en parlera. 52, c'était ça. Peut-être qu'on verra que 67, c'était ça aussi. Bien sûr. Dimanche 18 février, donc 9h au Moule avec le Parti communiste guadeloupéen, 30 mars 2018, 60e anniversaire et puis hommage à Rosan Girard. Merci Christian Céleste, il est exactement 13h31. On prend une deuxième pause de publicité. On va recevoir tout à l'heure Madame Raymonde Pater qui est déjà là, Madame Pater-Taurin, professeure chorégraphe, qui va nous présenter la pièce musicale et chorégraphique qu'elle va interpréter dans le cadre du mois de l'Afrique. Voilà, on se retrouve tout de suite après la pub. Voilà, il est 12h36, de retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT, Radio Tension et de C10FM. On va recevoir dans l'ordre Madame Mélina, c'est ça Mélina, c'est bien ça Galas,
On va parler avec elle du stage Goûter Nani Nana. Et puis, comme prévu, on va recevoir aussi Raymond Pater qui va parler de son spectacle qu'on verra dans les jours qui viennent. Demain, c'est bien ça? Après-demain. Après-demain. Mais avant, on revient à l'actualité avec Keïssa. Oui, Danick, et pour vous et en exclusivité sur le 7ciel et ici à Canal, des images du mercredi décembre d'hier, le dernier jour du carnaval cette année. Et c'est avec le président du GCCRP, Joël Jacota, que nous allons voir ce défilé. Le reportage avec Michel Terrasse. Ouais, on peut dire ça a été un bon cru, hein, comme je le dis toujours. Dans la rue, ça se passe bien, les gens apprécient énormément, mais quand bien même, des fois, à l'intérieur de l'organisation, il y a des petits couacs qu'on doit toujours corriger. Il y a des choses qu'on va améliorer en 2019, par exemple l'espace concours, qui pour moi aujourd'hui est un peu trop réduit par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui, par rapport à plein de choses, aux spectateurs, au public qui viennent nombreux. Mais je pense que véritablement, oui, ça a été un bon cru 2018, en espérant qu'en 2019, avec ces 8 week-ends avant les jours gras, quelque chose sera magnifique aussi en 2019. Il est 13h40, on continue avec une petite brève juste avant de passer à l'interview avec Danick. C'est au sujet de notre président de région. Il se rend sur les chantiers et aujourd'hui encore une délégation de la cité scolaire de Bembridge aux Abîmes. Pour rappel, la collectivité régionale a lancé la reconstruction et le renforcement parasismique de la cité scolaire de Bembridge. Cet établissement qui a été construit dans les années 1970 comprend 2 établissements, rappelons-le, le LGT ouvert en 1968 et le LPO ouvert en 1965. Il s'agit là donc de restructurer le site. Et pour l'heure, il est 13h40, on continue l'interview avec Danick. Tout à fait, on va recevoir, je vous l'ai dit, Mélina Gallas pour nous parler du stage Goûter Nani Nana. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce stage Goûter Nani Nana? C'est la première fois que j'entends cette expression. Pas Nani Nana, mais stage Goûter Nani Nana. Les stages Goûter Nani Nana, ce sont des actions proposées par le Memorial Act. Ça fait 2 ans que nous proposons cette action où les enfants âgés de 6 à 12 ans viennent et apprennent leur histoire autour de différentes thématiques. Donc nous avions fait différents stages tels que l'agriculture, la tradition. Et là, on s'oriente par rapport à l'exposition temporaire, on s'oriente plus spécifiquement sur l'art contemporain de la Caraïbe pour que les enfants puissent découvrir les fonds d'Édouard Glissant et aussi apprendre avec l'artiste Minia Biabiani, cette artiste guadeloupéenne qui voyage entre le Mexique et la Guadeloupe. Et donc, ils vont pouvoir découvrir ces 2 univers
l'univers et profiter des deux expositions, l'exposition permanente et aussi l'exposition temporaire. Et avec différentes activités, nous avons des jeux. Nous proposons aussi des saveurs locales à travers les goûters. Et donc, c'est notre offre du Memorial Act pour le jeune public. Alors, ça veut dire que, j'ai envie de dire, on mange de la culture? On mange de la culture, on partage de la culture, on vit de la culture. Et les enfants, d'une manière générale, comment ils réagissent? Très bien, nous avons des enfants qui reviennent constamment. Ça fait 2 ans que nous avons ces actions et ils adorent. Au début, ils sont un peu sceptiques parce qu'ils se disent, bon, soit on a déjà fait ou on ne sait pas trop quelles sont les actions qu'on pourrait retrouver. Mais une fois qu'ils découvrent le staff, l'équipe, ils découvrent l'univers du Memorial Act, ils reviennent automatiquement. Alors, quel va être le rôle de Mme Biabiani, Minia Biabiani, dans cette affaire? Justement, elle va aider lors des ateliers parce que nous aurons des ateliers d'art contemporain où les enfants pourront reproduire des œuvres telles que l'œuvre d'Augustin Cardenas, qui est cubain. Ça fait partie des fonds glissants. Et donc, les enfants vont apprendre ils vont apprendre de nouveaux artistes de la Caraïbe, mais ils vont reproduire ces œuvres avec l'encadrement de Minia Biabiani, qui elle aussi est renommée, participe actuellement à l'exposition We on Art et à d'autres actions autour de la Guadeloupe. Alors, donc si je comprends bien, ça commence donc à 9h, il faut s'inscrire pour que les enfants s'inscrivent Alors, pour que les enfants s'inscrivent, il suffit d'aller sur le site du Memorial Act, sur la billetterie, où ils viennent directement au Memorial Act. Nous avons encore des places, mais il faut faire vite, parce que c'est une action, comme j'ai dit, qui est très... Mais ils viennent accompagnés ou tout seuls, avec leurs parents, les enseignants, comment ça se passe? Les enfants? Oui. Les enfants les parents peuvent d'ores et déjà contacter le Memorial Act, et dès que les enfants arrivent à 9h, ils sont encadrés jusqu'à 16h30. Et je vois que vers 10h45, ils ont droit à une collation. Une collation. Alors, c'est quoi les saveurs locales? Ça reste quand même une surprise. Par exemple, oui, ils ont le droit de manger des petites galettes de coco, par exemple. Par exemple, oui. Ou des chips de manioc. Mais j'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Bon, ils vont un dizico. Donc, rendez-vous donc mardi 20 et mercredi 21, c'est 2 dates? 2 dates pour l'instant. Alors, il faut savoir que les goûters non, ce sont des actions qui se passent lors des vacances scolaires. Oui. Donc là, nous avons de mardi et mercredi par rapport aux... Les vacances seront terminées? Non, l'école reprend jeudi 22. Ah, l'école, je suis un petit peu décroché. Je suis un petit peu décroché de l'école. Effectivement, l'école. Donc, mardi 20 et mercredi 21, à partir de 9h au Memorial Act. Et on s'inscrit sur www.memorialact.fr, c'est ça? Voilà. Bon, écoutez, on souhaite que ces enfants découvrent cette culture et puis surtout, je veux bien y mettre à leur place pour se goûter dans l'inanan. Ça allait appétissant, didico, comme on disait autrefois. Oui, une question de ça? Non, pas de question. Alors, on passe tout de suite à Raymond Pater-Taurin avant de voir un petit peu cette vidéo qui parle de cette pièce que vous allez jouer dans 2 jours au Moule. Ça s'appelle, vous l'avez dit, un nom particulier. L'Afrique a crié moi, mais il y a notre nom derrière. Bien bonjour. Effectivement, la pièce s'appelle Djouma. C'est écrit Dioma. Oui, Dioma, justement. En Wolof, c'est Djouma. Le I se prononce Dji. Oui. Et Djouma, c'est en quelque part une histoire personnelle profonde. Oui. C'est ma rencontre personnelle avec le Sénégal. Il y a 12 ans de ça, donc c'est une pièce qui mûrit quand même depuis 12 ans. 12 ans que ça travaille dans... Oui, que ça travaille, parce que que ça m'interpelle. Oui. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi nous avons aussi honte et que nous repoussons, que nous rejetons autant ces racines africaine. Africaine, oui. Voilà. Beaucoup d'entre nous, justement, se disent, ah ouais, moi, pas africain, etc. Exactement. Moi, je dis toujours que je ne suis pas africaine puisque je suis dans un environnement
particulier qui est la Guadeloupe, mais je dis maintenant avec assurance que je suis afrodescendante, que je viens... que même maintenant Afres, maintenant, vous êtes au courant? Oui, j'ai entendu Afres, en esclavage. mais bon, mais je préfère quand même, je respecte ce que les gens disent, mais je suis quand même plus... dans l'esprit, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je suis une vraie afrodescendante, africain réduit en esclavage. Je comprends ce qu'ils veulent dire par là, mais pour moi, ce qui me revient de ce voyage, de cette aventure humaine que j'ai vécue et que je suis en train de vivre toujours, c'est... ça fait pas longtemps, j'allais à l'association Racine, qui m'a commandé, entre autres, cette pièce. Je suis en train encore de réfléchir, j'étais en train de réfléchir sur comment terminer la pièce. Je me suis dit, mais attends, mais je me suis rendu compte de ce mot-là, mais tu es afrodescendante. C'est quelque chose qui était une évidence est devenu une conscience. Et c'est ce qui me permet d'écrire et de faire danser, d'interpréter cette nouvelle création chorégraphique qui s'appelle Djouma. C'est comme ça l'Afrique a crié. On va avoir un petit extrait, un court extrait de ce spectacle tout de suite. Alors, Raymond Doré, bon, j'ai vu un extrait à Sounis de cette pièce et j'avoue que c'est un petit peu très différent de ce que vous faites habituellement. Hein. Oui, c'est très très différent, mais parce que, encore une fois, suite à ce long voyage effectué à l'intérieur de moi-même, je suis vraiment différente maintenant. En décembre encore, j'étais au Sénégal, à Gorée plus précisément, et c'est là où tout est devenu clair dans ma tête. Il ne s'agit pas pour moi de faire une création de ballet Gwoka traditionnel ou de ballet de danse contemporaine classique, on va dire, mais de vraiment parler de quelque chose d'intime, mais de manière universelle. D'accord. La peur de l'autre, la peur de nous-mêmes, la peur de se regarder dans un miroir et de s'accepter tel qu'on est. Et une fois que cette peur, cette honte, ce reniement est dépassé, on est différent, on devient différent, on aborde les choses autrement. Donc, attention, moi je suis une Guadeloupéenne, donc les corps qui vont être présentés, il y a 7 interprètes, ce sont des jeunes interprètes, des amateurs, ils sont tous des amateurs, qui ont épousé cette cause. Ils vont utiliser le corps Gwoka. Ils vont utiliser ce corps Gwoka qui a des réminiscences de gestuelle africaine. Mais si on ferme la porte, on regarde, on va voir des danseurs de Gwoka, mais qui vont interpréter autour de cette notion de je n'aime pas qui je suis,
je refuse l'autre, je ferme la porte à l'autre, je méprise l'autre. Et c'est valable pour tout un chacun. Là maintenant, l'actualité nous démontre qu'au niveau de l'actualité des migrants, il y en a qui rejettent. Au niveau des Haïtiens chez nous, on méprise beaucoup l'autre. Et pourtant, l'autre nous ressemble tellement. Et pourtant, comme dit Soft, nous sommes partout étrangers. Nous sommes des étrangers, même chez nous-mêmes, nous sommes des étrangers. Cette pièce, l'Afrique a crié moins, bien évidemment, c'est un hymne, on peut dire, à la réconciliation entre les Antillais qui nous refusent cette part d'africanité. Mais est-ce que dans le chemin inverse, puisque nous sommes dans le mois de l'Afrique, les Africains aussi vont commencer à reconnaître, entre guillemets, les frères de la diaspora? Je ne sais pas pour eux. Je ne peux pas parler pour eux, je parle pour nous. Au mois de décembre, j'étais au Sénégal pendant 15 jours. Je remercie encore Kéosédélé, il y a 12 ans, qui m'a fait découvrir cette autre part de moi-même. Mais au mois de décembre, de manière plus personnelle, j'étais à Gorée et à Dakar. Et là, j'ai eu cette sensation de famille retrouvée. C'est très très fort ce que je dis là, de famille retrouvée, de personnes qui... que ce soit de point de vue de musique, puisqu'on a mélangé beaucoup nos tambours, oui. Et ça t'est calionné tout seul. Ouais. Mais il y a d'autres sonorités qui ne sont pas tout à fait Gouka dans ce que j'ai vu. Mais l'idée, c'est que ça t'est calionné tout seul. Dans ce qui est de ce que j'ai présenté à Sonis, il y a deux choses, et ça aussi, ça m'a interpellé. Il y a les bruits de la jeune que nous avons enregistrés de part et d'autre, mais aussi que nous avons pris sur Internet, que nous avons transformé, modifié. Oui. Mais il y a aussi des chansons anciennes en créole portugais. La chanson Colombia, et ce n'est pas du Wolof, c'est de une amie Joséphine Garry-Torin me disait que cette chanson-là est une chanson que sa grand-mère chantait et que c'était une chanson comme nous on chante. Donc c'est ça. Donc c'est cette part de créolité aussi qui existe en Afrique, qui est venue par hasard, enfin je ne sais même pas si c'est un hasard, mais par un heureux hasard, oui. Maintenant, pour nous dire que nous devons nous regarder dans le blanc des yeux. Et c'est une aventure que je découvre et que je voudrais que les gens viennent et voir le 17 février à Robert Loison dès 20h. Et dès qu'on nous aura, j'espère que les personnes responsables de ça, les programmateurs viendront aussi. Parce que je disais, il faudra passer ça autre part, pas un spectacle unique, il faudra d'autres représentations pour un spectacle de cette qualité. Alors, moi je préférerais que M. Zandroni, qui est quelqu'un qui a une critique juste, le dise, puisque bon, quand il est là quand c'est pas bon. Ouais. Mais quand c'est bon aussi, il le dit. Il est bon, il faut mon vin voir, voilà. C'est pour ça que moi invité. Et on voit 15 minutes seulement à deux. Ouais. Il a duré combien de temps, spectacle? Il a duré 50 minutes. 50 minutes. Et 50 minutes. Et nous, quand il fait, on remercie aussi tous ces gens-là qui avant moi, qui a fait spectacle professionnel ou semi-professionnel, qui sur la place et qui t'a dit comme ça. Et c'est réduit temps là. Pour Bamoun, c'est au maximum 1 heure que ça condensé, mais que ça ciblé, ça précis. Et donc, il ne faut pas qu'il attende avant un paquet de bitin, un paquet de gestance bitin, mais il faut qu'il attende à cabécher, en laissant qu'il vrai, qu'on s'il a regardé en œuvre plastique. L'Afrique a pris combien de temps pour te préparer le spectacle à ça, Raymond? Alors, nous, en bitin, qu'on a oublié, c'est temps de réflexion là. Comme on a dit, ça a fait au moins 2 ans qu'on a réfléchi à ça, mais ça a fait 12 ans que ça a interpellé moi au mois de juillet 2005 à Kéosédélé, d'Afrique, à une association qui est dirigée par Pierre-Alain Loulia. Et puis, il a fait chiméaï, et depuis 2 ans,
Et l'association Racine, si vous voulez, ben moi l'opportunité de mettre ça en scène et à tout vrai dire vraiment, ça a fait au mois que c'est cet interprète-là ça qui a travaillé en ligne. Et on voit 6, donc il y a une grosse surprise pour le monde qui était là. On voit 6, c'est des... Rendez-vous après-demain. Après-demain, c'est quartier. Donc à Robert Loison. Oui. Alors, il faut que c'est mon apprenti qui aille rapidement parce que Robert Loison pas mis en place. C'est ça, justement. Bon. Alors, il faut y aller à Robert Loison ouais. ou encore à l'association Racine. Racine, ouais. Qui n'a très peu de place à l'Académie du Cap puisqu'il y a ouvert qui demain. Ouais. Et sinon, en point à Krabla, il y a une épicerie qui là. Boulangerie là, il y a qui prendre qui aille là aussi. Un dernier bitin avant nous la guerre, le 18 février, où il y a un autre bitin qu'on va prendre parce qu'on n'a rien à faire. Ah oui, mais là, ça c'est. Alors, on est dans casquette à chorégraphe en tant que pour la compagnie Koklaya. On va prendre l'autre casquette là. Et là, c'est l'autre casquette là en KBT, c'est professeur d'éducation physique et sportive qui est responsable et d'art danse, qui est responsable avec un collègue M. Bordet, M. Kaya aussi, professeur respectivement de mathématiques et de sciences physiques. Nous avons mené un projet, nous allons essayer de danser les mathématiques et la science physique. Danser les mathématiques et la science physique? Voilà. L'idée, c'est de combattre l'échec scolaire à partir de notre entrée dans la matière, qui c'est la danse, et faire ces élèves-là comprendre que là, ils ont dansé parce qu'ils ont aimé danser, ils ont fait maths et ils ont fait sciences physiques aussi. Ça a marché? Ça a marché. Vraiment, ça a marché. Nous y avons Madame Noël Myriam Agar. Madame là, c'est professeure de danse et en même temps, nous avons un doc de maths et en licence de sciences physiques. Nous faisons lionnage. Nous faisons bel lionnage et donc le 18, nous avons fait un marathon de la danse à Bois-Ripo. Nous avons mis en participation de 4 € et comme ça qui permet aux élèves en nous de partir, de prendre avion, puis au PAI, Paris, à l'Opéra, puis au de la danse, et Poitiers au Futuroscope, puis au de la science. Voilà. Quand nous pouvons demander de plus. Merci en tout cas, Raymond Paté de Vina. Alors, je rappelle, parce que nous avons le rendez-vous, alors, au mois de l'Afrique, conférence sur le panafricanisme avec Michel Falimi qui était avec nous tout à l'heure. Ensuite, toujours, alors, au Moule, dimanche 18 février. Le Parti communiste commémore donc son 60e anniversaire avec un hommage à Raymond Girard, aux Girard. Le 17, c'est l'Afrique a crié moins Diouma. Pas Diouma. Dans le cadre de... Dans le cadre du mois de l'Afrique du mois de l'Afrique, spectacle à voir absolument. Moi, avant, quand on est au Méradien, chanter moins. Et donc, son métier à voir et à revoir si son seul fois est passé. Et puis, stage goûter dans à contemporain dans la Caraïbe, mardi 20 et mercredi 21, c'est au Memorial Hack de 9h à 16h, Madame Galas. Voilà. On a pratiquement tout dit. Il est 13h59, on devait terminer à 14h. À une minute près, nous sommes dans les temps. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci d'être venu, Raymond et Mélina, excusez-moi. Et donc, tous ces gens qui sont avec nous du lundi au vendredi. Demain, on se retrouve à partir de 12h30 pour un ZCL. Et puis, on est là jusqu'à vendredi, puisque le carnaval finit. Et la vie continue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation, Nathan. Et puis, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Moi, quand on a prévoir. Donc, oui, voilà.